Cette maladie, combien dangereuse et qui résulte des violences sexuelles, est un handicap majeur à l'épanouissement de femmes. Les femmes, généralement, s'enferment. Celles qui ont des fistules à cause de ces odeurs d'urine ou de celles qu'elles perdent en permanence, ne savent plus sortir, prendre un transport en commun. Ça devient un problème. Elles vivent les plus souvent dans la pauvreté, au sein de la culture où les statuts et les respects de la femme reposent sur le mariage et leur capacité à avoir des enfants. En RDC, la prise en charge est-elle à la taille du fléau? À l'est de notre pays, à cause de manque de paix, où il y a un autre type de fistule qui est appelée la fistule traumatique. Parce que les méchants, parce que des personnes, des truands, utilisent tout ce qu'ils peuvent avoir comme matériel, qu'ils introduisent par méchanceté pour détruire en fait la filière génitale de la femme. Et vous pouvez avoir comme ça des lésions ou des trous partout. Et souvent d'ailleurs, nos jeunes femmes décèdent. Docteur Soulou, invité de ITW. La fistule, en fait, c'est un trouble. C'est en fait une communication qui se passe entre la vessie, une communication entre la vessie et le vagin, parfois une communication entre le rectum et le vagin, avec perte de matière fécale par le vagin, matière fécale qui viennent bien sûr du rectum. Sinon, alors, dans le premier cas, les urines de la vessie vers le vagin et en permanence. Voilà ce que c'est la fistule. Vous me dites combien il y en a en RDC. L'UNFPA a organisé une campagne et des enquêtes et en a retrouvé environ 42 000 en République démocratique du Congo. Quelle fistule? La fistule la plus courante, c'est en fait la fistule due à l'accouchement, ce qu'on appelle la fistule obstétricale, donc liée à l'accouchement. Bien sûr que à l'est de notre pays, à cause de manque de paix, de l'existence de guerre, il y a eu ou il y a un autre type de fistule qui est appelée la fistule traumatique, due au viol massif. La fistule où le vagin finit finalement par céder. Et ainsi, vous allez avoir des écoulements que je venais de dire. Les urines, quand ce trou fait communiquer le vagin à la vessie, ou alors les selles, quand cette communication est entre le vagin et le rectum. Et cette fistule traumatique que je venais de dire ou de citer, du fait de viols massifs, principalement à l'est de notre pays, mais cette fistule peut aussi être due, traumatique bien sûr, mais parce que les méchants, parce que des personnes, des truands, utilisent tout ce qu'ils peuvent avoir comme matériel,
qu'ils introduisent par méchanceté pour détruire en fait la filière génitale de la femme. Et vous pouvez avoir comme ça des lésions ou des trous partout. Et souvent d'ailleurs, nos jeunes femmes décèdent. Le chiffre en soi, je ne peux pas vous donner le chiffre brut, mais je vous dis la moyenne, c'est 6 à 7 cas chaque matin que l'on a de femmes et de filles violées qui viennent à l'hôpital. Dans nos statistiques, il y a environ 10% qui tombent enceintes et il y a environ 4% qui sont infectés par le VIH. Nous croyons que tout tourne autour de l'impunité. Si on doit donner des sanctions exemplaires aux violeurs identifiés, je crois qu'on peut mettre fin à cette barbarie humaine. La fistule, c'est principalement la fistule obstétricale, due donc à un manque de prise en charge correcte de l'accouchement. Donc par négligence en quelque sorte d'une femme qui est en travail, donc qui doit accoucher. La femme reste dans son lit d'accouchement pendant des heures, mais surtout des jours et des jours. Elle est seule. La matrice se contracte pour faire sortir le bébé et le bébé est coincé au niveau vaginal, bloquant ainsi la vessie et le rectum. Les femmes restent parfois toute une semaine dans les lits d'accouchement sans que rien ne soit fait pour eux. L'accouchement ou la durée d'accouchement n'est pas toujours la même chez une femme qui accouche pour la première fois et la femme qui a déjà et les femmes qui ont déjà accouché. Mais disons que la moyenne se trouve entre 8 et 12 heures. Ça, c'est en fait la moyenne. Le travail d'accouchement commence par des petites douleurs dues à des contractions utérines. La matrice commence à se contracter petit à petit. À l'intervalle, ça prend 10 minutes. Ça revient après, voilà, 10 minutes, parfois 20 minutes. Ça commence comme ça. Petit à petit. La douleur n'était pas très ressentie, puis elle est vraiment ressentie. La douleur ou la contraction revenait après 20 minutes, puis finalement accalmie, et elle revient après 20 minutes, puis 15 minutes, puis 10 minutes, puis 2 minutes, puis enfin la contraction revient quasiment tous les 20 secondes à la dernière minute. Donc, un travail d'accouchement, il y a donc avant 3 cm, entre 0 et 3 cm, 10 à 20 minutes, la contraction revient. Entre 4 et 7 cm, la durée diminue encore presque chaque 5 minutes. Et après 7 minutes, après 7 cm, à la dilatation complète, 9-10 cm, ça va encore beaucoup plus vite. Voilà un peu, en fait, ça dure. Donc la femme a tout le temps de savoir qu'elle est en travail. Parce que ça peut durer 8 à 12 heures, en commençant par des contractions assez espacées, 10 à 20 minutes, d'accord? Puis la durée diminue, la contraction, la douleur s'intensifie, et enfin bébé est là. C'est pour ça qu'il faut accoucher auprès du personnel qualifié.
cette durée, quand elle dépasse 12 heures, il faut quand même bien commencer par, en fait, s'inquiéter. Il faut rechercher, est-ce que ce bébé ne commence pas à souffrir? Parce que plus ça dure, il peut aussi mourir à l'intérieur. Plus ça dure, mais il y a un problème. La matrice ou l'utérus peut aussi se rompre et arriver à ce que nous appelons des ruptures utérines qui exposent à la fois et bébé et la mère. À plus de 12 heures, mieux vaut s'inquiéter et suivre de près. D'ailleurs, un travail d'accouchement doit être suivi. Quand ça commence, l'espace d'intervalle ou l'intervalle entre les contractions diminue, mieux vaut rapidement aller au centre, à l'hôpital, en fait, à la maternité, là où il y a des équipements et là où il y a le personnel qualifié pour, en fait, diriger l'accouchement. Les fistules surviennent du fait de cette négligence, mais la négligence peut venir de la femme elle-même, parce que tout simplement, elle décide d'accoucher à domicile et toute seule. Ou alors, parce que le personnel médical aussi a négligé cette femme. Ça arrive. Mais tout cela, il faut donc prendre en compte plusieurs éléments. Pourquoi est-ce que la femme peut décider de rester à la maison? Pourquoi est-ce qu'elle va à l'hôpital, mais parfois c'est tard? Mais pourquoi aussi à l'hôpital elle est bien arrivée, mais que la fistule survient quand même? Je peux répondre à ces interrogations par le fait que, 1, nous n'avons pas assez d'hôpitaux sur le pays. Deuxième chose, que nos infrastructures routières ne sont peut-être pas suffisantes. Que peut-être il n'y a pas de moyens de véhicules, de moyens de communication, de moyens de transport pour arriver à temps. Mais aussi les moyens financiers. Parce que chez nous, il faut quand même bien payer. Qui prend en charge financièrement cet accouchement-là? Et ces moyens financiers peuvent manquer à la femme qui doit accoucher. Elle va se décider de rester à la maison parce qu'elle n'a pas de moyens pour payer. Bien qu'elle ait la volonté de partir à l'hôpital, les moyens peuvent manquer. Elle peut dire, en fait, j'y vais, oui, mais en fait, comment faire pour y arriver? La route et tout cela. Elle peut effectivement arriver à l'hôpital. Encore le même problème de moyens peut se poser. La qualité du personnel soignant peut être pas bonne, ça arrive aussi. Mais aussi la qualité du soignant et même d'hôpital. Tout ça peut être bien, mais les moyens matériels en fait. Parce qu'il faut en fait faire la césarienne. Ce qui est à la base de la fistule, c'est le fait que la césarienne, a manqué. Que la césarienne a manqué. Parce qu'en fait, pour éviter tout ça, quand bébé n'avance plus, la tête n'avance plus, qu'elle est bloquée, au niveau de la filière vaginale, ça n'avance plus. Mais il faut faire une chose. C'est la césarienne principalement qu'il faut faire. Donc c'est cette césarienne qui arrive à manquer. Et d'ailleurs, dois-je dire, nous parlons de la fistule, oui, mais c'est des véritables rescapés. Parce que pour beaucoup d'entre elles, des femmes, bien sûr, c'est que finalement,
la matrice a fini par se rompre avec l'écoulement du sang, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du ventre. Et les femmes décèdent, souvent d'ailleurs avec leur bébé à l'intérieur. Donc c'est des véritables rescapés d'une mort certaine. Les symptômes, c'est que après accouchement, pas nécessairement le même jour, mais souvent les jours qui viennent, on se rend bien compte que sa serviette est mouillée. Mouillée de quoi? De l'urine. Ou mouillée de sel. C'est ça le véritable symptôme de la fistule. C'est principalement ces écoulements involontaires, soit des urines par le vagin, soit des selles par le vagin. Donc on ne contrôle plus son fait d'uriner, sa miction. On ne contrôle plus les selles. La fistule ne s'accompagne pas des douleurs. Il va y avoir des douleurs s'il y a une infection, s'il y a des choses comme ça, mais la fistule elle-même ne s'accompagne pas des douleurs. C'est en fait des écoulements constants, soit des urines, soit des pertes de sel, mais parfois les deux. Les petites fistules peuvent, au début, peuvent se fermer elles-mêmes. Mais sinon, les fistules ne se ferment pas d'elles-mêmes, surtout quand elles sont grandes. Le traitement n'est qu'un seul. C'est en fait la chirurgie. Il faut rechercher où se trouve ce trou. Il faut retrouver ce trou et resséquer tout autour, enlever toute cette partie qui est déjà cicatrisée et alors refermer. Les médecins savent, le personnel médical sait. Donc, le traitement de la fistule n'est en fait que un traitement chirurgical et rien d'autre. Et les résultats sont généralement très bons. Très bons. Chez nous au pays, il ne faut pas s'expatrier pour ça. Il y a des hôpitaux, il y a du personnel pour le faire. Et généralement, la guérison ou la consolidation de la fistule peut aller jusqu'à 90%. Donc ça signifie que si vous prenez 100 femmes qui ont des fistules, 90 ou 90 vont voir leurs fistules guéries. Et la vie peut tout à fait recommencer comme avant. Mais 10%, malheureusement, parfois, on ne sait rien faire. On a fait, mais ça n'a pas consolidé. Mais quand il s'agit de ce que nous appelons des fistules complexes, parce que ce trou se fait d'une manière importante, cette perforation, cette coagulation, comme je dis, est tellement importante, parfois entraînant les urtères aussi, l'urètre, tout cela. Parfois, ces fistules que nous appelons complexes, oui, on les opère, mais avec des résultats pas de l'ordre de 90 ou 90%, mais 60%. Ça signifie que 100 femmes ont été opérées de fistules qu'on appelle des fistules complexes, mais il n'y en a que 60% en moyenne qui guérissent et 40%, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résultat. Le cancer peut être lui aussi à la base des fistules. Si c'est un cancer de la vessie, si c'est un cancer, surtout un cancer du col de l'utérus, peut également entraîner une fistule, une communication entre le vagin
et la vessie, le cancer du col de l'utérus. Mais en fait, c'est des cas rares, oui. Mais la fistule obstétricale elle-même n'amène pas au cancer. Les 10% que je dis environ, et dans le cas de fistule simple, ou environ les 40% qui ne guérissent pas en cas de fistule complexe, gardent leur fistule. Gardent leur fistule. Elles vivront avec. Malheureusement, c'est comme ça. Elles porteront leur, disons, serviette pour se protéger. Et elles devront, en fait, en plus, disons, être prudentes parce que ça peut s'infecter, ça peut donner des infections jusqu'au niveau du rein et des infections qui peuvent d'ailleurs atteindre tout l'organisme. Et c'est comme ça. Et malheureusement aussi, ces femmes avec des fistules qui sont porteuses de fistules, souvent cessent de boire beaucoup parce que le fait de boire augmente la quantité d'urine et tout ça, ça peut les déshydrater, donc les amener à avoir moins d'eau. La déshydratation, et ça peut tuer la déshydratation. Donc c'est le risque des infections, c'est le risque de la déshydratation et ça peut tuer. Voilà un peu. Et puis ça appauvrit en plus parce que les femmes généralement s'enferment. Celles qui ont des fistules à cause de ces odeurs d'urine ou de celles qu'elles perdent en permanence, ne savent plus sortir, prendre un transport en commun, ça devient un problème. Donc du point de vue économique, elles s'appauvrissent encore davantage. Elles s'appauvrissent encore davantage et ça devient un cercle vicieux. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le thème a été, mais arrêtez la peur, sortez en fait, parce qu'elle se renferme, parce qu'en fait, il y a au bout, il y a un traitement, et ce traitement guérit la fistule. Ça ne sert à rien de s'enfermer. Il ne faut pas avoir la honte, il ne faut pas avoir la peur, surtout pas la honte et s'enfermer. Non. Il y a des solutions à la fistule. On peut les bien en guérir. Alors, autre chose sur laquelle je dois insister, c'est que ces fistules, s'il y en a autant dans notre pays, c'est aussi ces mariages précoces. Ces filles qu'on amène au mariage alors que, bien, elles peuvent concevoir, mais leur bassin n'est pas encore suffisamment développé. La filière génitale, ces femmes issues de mariages précoces, 13 ans, 14 ans, il y a nos jeunes filles que nous, parents, nous amenons au mariage dans ces conditions-là. Des mineurs, en fait. Elles conçoivent, mais au moment d'accoucher, au moment d'accouchement, ça devient un problème. C'est donc aussi la pauvreté, comme nous avons dit dès le départ. L'ignorance. On ne sait même pas qu'en fait on perd les urines du fait d'un accouchement difficile. Et on dit que c'est un sort. J'étais pas latent.